Pour cette deuxième partie du cas, je vous propose dans un premier temps une lecture, mais d'ailleurs ce sera moi qui lirai, pas une voix synthétique. Ensuite, vous aurez quelques exercices de compréhension avec une recherche de lexique. Je vous rappelle qu'on travaille dans le champ lexical de la mère, donc les mots que je vous propose doivent faire partie de ce champ lexical, enfin les définitions que vous trouverez. Une leçon imparfait, passé simple, importante, donc vous suivrez la leçon d'une part sur le texte que je vous ai mis, mais je vous ai fait aussi une vidéo d'explication de la leçon, et ensuite des exercices de conjugaison que vous commencez à maîtriser. Je reviendrai juste sur les outils internet qu'on peut utiliser pour nous aider dans les exercices de conjugaison. Mais dans un premier temps, la lecture. Le cas, deuxième partie. C'est une blague que tu me racontes, papa. Non, non, et je n'avais jamais encore vu ce monstre, mais d'après les descriptions que j'ai si souvent entendues, je l'ai immédiatement identifié. Ce mufle de bison, cette gueule qui ne fait que s'ouvrir et se fermer spasmodiquement, ces dents terribles. Stéphano, il n'y a plus de doute possible, hélas. Le cas a jeté son dévolu sur toi, et tant que tu seras en mer, il ne te laissera pas un instant de répit. Écoute-moi bien, mon petit. Nous allons immédiatement retourner au port. Tu débarqueras, et tu ne t'aventureras plus jamais au-delà du rivage, pour quelque raison que ce soit. Tu dois me le promettre. Le métier de marin n'est pas fait pour toi, mon fils. Il faut te résigner. À terre aussi, tu pourras faire fortune. Ceci dit, il commanda immédiatement au navire de faire demi-tour, rentra au port, et sous prétexte d'une maladie subite, fit débarquer son fils, puis il repartit sans lui. Profondément troublé, l'enfant resta sur la grève jusqu'à ce que la corne du plus haut mât eût disparu à l'horizon. À distance, il apercevait un petit point noir qui affleurait de temps en temps. C'était son cas, qui croisait lentement, de long en large, et qui l'attendait avec obstination. À partir de ce moment, tous les moyens furent bons pour combattre l'attirance que le garçon éprouvait pour la mer. Le père l'envoyait étudier dans une ville à l'intérieur des terres, à des centaines de kilomètres de là. Et pendant quelque temps, Stéphano, distrait par ce nouveau milieu, ne pensa plus au monstre marin. Toutefois, aux grandes vacances, il revint à la maison, et il ne put s'empêcher, dès qu'il eut une minute de libre, de courir à l'extrémité de la jetée pour une sorte de vérification qu'il jugeait superflue et dans le fond ridicule. Après si longtemps, le cas, en admettant que l'histoire racontée par son père fût vraie, avait certainement renoncé à l'attaque. Mais Stéphano resta médusé, le cœur battant la chamade. À 200-300 mètres du môle, en haute mer, le sinistre animal croisait lentement, sortant la tête de l'eau de temps en autre, et regardant vers le rivage comme pour voir si Stéphano venait enfin. C'est alors que la pensée de cette créature hostile qui l'attendait jour et nuit devint pour Stéphano une obsession secrète. Dans la cité lointaine, il lui arrivait maintenant de se réveiller en pleine nuit avec inquiétude. Il était en lieu sûr, oui, des centaines et des centaines de kilomètres le séparaient du cas. Et pourtant il savait qu'au-delà des montagnes, au-delà des bois, au-delà des plaines, le squale continuait à l'attendre. Et même s'il était allé vivre dans le continent le plus lointain, le cas l'aurait guetté du lagon le plus proche, avec cette obstination inexorable des instruments du destin. Stéphano, qui était un garçon sérieux et ambitieux, continua ses études avec profit et, arrivé à l'âge d'homme, il trouva un emploi bien rémunéré et important dans une entreprise de la ville. Entre-temps, son père était venu à mourir de maladie, et le magnifique voilier fut vendu par la veuve. Le fils se trouva alors à la tête d'une coquette fortune. Le travail, les amitiés, les amusements, les premières amours, la vie de Stéphano était désormais toute tracée. Néanmoins, le souvenir du cas le tourmentait comme un mirage à la fois funeste et fascinant. Et au fur et à mesure que les jours passaient, au lieu de s'estomper, il semblait s'intensifier. Les satisfactions que l'on tire d'une existence laborieuse, aisée et tranquille sont grandes, certes, mais l'attraction de l'abîme est encore supérieure. Stéphano avait à peine 22 ans lorsque, ayant dit adieu à ses amis de la ville et quitté son emploi, il revint dans sa ville natale et annonça à sa mère son intention de faire le même métier que son père. La brave femme, à qui Stéphano n'avait jamais soufflé mot du mystérieux squale, accueillit sa décision avec joie. Le fait que son fils eût abandonné la mer pour la ville lui avait toujours semblé, dans le fond de son cœur, une espèce de désertion des traditions familiales. Et Stéphano commença à naviguer, témoignant de qualités maritimes, de résistance à la fatigue, d'intrépidité. Il bourlinguait sans trêve, et dans le sillage de son bateau, jour et nuit, par bonasse ou par gros grain, il traînait derrière lui le cas. C'était là sa malédiction et sa condamnation, il le savait, mais justement pour cette raison peut-être, il ne trouvait pas la force de s'en détacher. Et personne à bord n'apercevait le monstre, si ce n'est lui. « Est-ce que vous ne voyez rien de ce côté-là » demandait-il parfois à ses compagnons en indiquant le sillage. « Non, nous ne voyons absolument rien, pourquoi ?»
Ah, je sais pas, il me semblait. Tu n'aurais pas vu un cas par hasard, ricanaient les autres en touchant du fer. Pourquoi riez-vous? Pourquoi touchez-vous du fer? Parce que le cas est une bête qui ne pardonne pas. Et si jamais elle se mettait à suivre le navire, cela voudrait dire que l'un de nous est perdu. Mais Stefano ne réfléchissait pas. La menace continuelle qui le talonnait paraissait même décupler sa volonté, sa passion pour la mer, son ardeur dans les heures de péril et de combat.